Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au photoreportage. Avec nous aujourd'hui, Baudouin Nage qui a réalisé le photoreportage sur les gamins perdus de Tripoli. Baudouin, bonjour. Bonjour. Alors Baudouin, tu as commencé à collaborer comme photographe pour l'ONU il y a 3 ans. Tu t'es rendu aux Philippines après le typhon. Tu avais d'ailleurs collaboré une première fois avec 8e étage avec ta série Quentin et Baudouin du canapé au désastre philippin. Tu as aussi été au Népal après le séisme et aujourd'hui tu es basé à New York où tu travailles pour le programme des Nations Unies pour le développement. Nous accueillons également Victor Cavazino, auteur du photoreportage La série avant. Bonjour Victor. Bonjour. Alors toi, tu as un master en communication et au départ, tu es plutôt spécialisé dans les photos d'architecture et d'urbanisme. Ton travail sur la série, c'était ton premier photoreportage que tu as réalisé alors que tu étais en échange avec l'université de Calhoun, près de Damas. Et enfin, Thierry Clèche était avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors tu as réalisé une série de photos, L'Ukraine avant l'orage, qui dépeint l'Ukraine et notamment la Crimée en 2013, quelques mois à peine avant que le conflit n'éclate. Et tu travailles exclusivement en noir et blanc. Mais pour ce podcast, tout d'abord, on va débuter avec un fait, c'est qu'aujourd'hui, la presse française s'est engagée dans une course à l'actualité. Et lorsqu'un journaliste se trouve dans un pays en conflit, il a peu de possibilités de s'intéresser à autre chose que cela, s'il veut vendre son sujet. Victor et Thierry, vous avez tous les deux réalisé une série de photos dans un pays aujourd'hui en proie à un conflit, mais vos photos datent d'avant cette période. Pourquoi vous avez choisi de les mettre en avant aujourd'hui? Thierry, on peut commencer par toi. Moi, c'est pas un choix, c'est-à-dire que j'ai pas une démarche moi de photojournaliste dans le sens où les voyages que je fais, moi, mes photographies sont liées à des voyages. C'est pas du tout dans le but de montrer quelque chose de spécifique, de dénoncer quoi que ce soit, de raconter quelque histoire que ce soit. Moi, c'est vraiment une démarche très, au fond, assez intime. Et donc, je suis retrouvé en Ukraine pour des raisons dont je me suis aperçu en fait après. C'est-à-dire qu'une fois que mes photographies sont arrivées sur un site de photojournalisme qui s'appelle Epic Story, on m'a demandé un petit texte. Et j'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'étais allé en Ukraine, et je me suis aperçu que c'était lié à mon enfance en fait. Donc c'est très lointain. C'est-à-dire que dans les raisons qui me font aller dans un pays, il y a deux choses. Soit je vois le travail d'autres photographes qui me plaisent, et voyant leurs photos, je pressens que je pourrais moi trouver matière à faire les miennes. Ça m'est arrivé par exemple pour Istanbul, j'avais vu une exposition de Marc Ribou comme ça, et puis j'avais pas du tout l'idée d'aller à Istanbul, les photos m'avaient plu, et voilà, j'ai senti, à raison, puisque j'y suis retourné plusieurs fois après, qu'Istanbul serait une ville favorable pour moi. Et l'autre raison, c'est plutôt c'est plutôt par rapport au nom. Et l'Ukraine, alors c'était pas tant l'Ukraine, c'était Kiev. À l'époque, il y avait un club de football que je suivais, moi qui était Saint-Étienne, j'étais tout petit garçon. Et dans les adversaires de Saint-Étienne, il y a eu le Dynamo de Kiev, et ce nom est resté dans mon esprit comme ça tout le temps. Et puis à un moment, il est ressorti, et puis je me suis dit tiens, allons voir là-bas. Donc c'est lié, voilà, c'est lié à un truc très très intime. C'est pas du tout du journalisme. Alors après, une fois les photos faites, ça peut avoir une valeur journalistique ou une valeur documentaire, mais c'est pas le but premier. D'autant que moi, je suis pas du tout attaché au sujet. Enfin le sujet prévaut aujourd'hui beaucoup, et moi ça m'intéresse pas beaucoup, ça me semble être même plutôt un leurre, et ce que je montre de l'Ukraine, je le montre à travers mon prisme très personnel, et après peut-être que ça raconte quelque chose de l'Ukraine, et quelque chose de l'Ukraine avant les événements qui se sont passés en novembre, donc 2 mois après que j'en suis parti. D'accord. Victor? Ma démarche a plus été de revenir vers des photos que j'avais réalisées à l'époque où j'étais en Syrie, de manière complètement... Des photos que j'avais faites en tant qu'amateur qui découvrait tout juste la photo. Des photos d'ailleurs que j'avais oubliées dans le sens laissées de côté sur mon ordinateur après être rentré de Syrie pendant plusieurs années. Donc elles sont ressorties vraiment... ce qui les a fait ressortir, c'est l'actualité, c'est les événements syriens qui m'ont poussé à me remémorer, à vouloir remémorer que la Syrie, qu'une Syrie calme et que la Syrie que j'avais connue avait existé avant. Ce qui allait pas mal à l'encontre de deux choses. Premièrement, l'actualité, comme j'ai dit, et ce qu'on voyait dans les médias.
comme tu disais, Agathe, au départ, il y a eu une course à l'actualité, au fait chaud et à une actualité de guerre assez tendue, à l'actualité de conflit pendant de nombreuses années. Donc, l'imagerie qu'on avait sur la Syrie était une imagerie violente, une imagerie de crise, de l'image très chaude et brûlante sur du drame de guerre. Et on manquait d'images sur la vie syrienne comme elle avait pu être avant ou comme elle était peut-être encore dans certains bastions de paix en Syrie. Donc j'ai voulu montrer la Syrie que j'avais dans le cœur et dans l'esprit et en mémoire. Et aussi, c'est aller dans la continuité d'une démarche que j'avais longtemps dû avoir avec des proches ou des amis à qui je parlais de la Syrie, qui me questionnaient en sachant que j'avais passé une année en Syrie, me disaient ah oui toi tu y as été, ça paraît inconcevable que tu y aies été, que tu aies passé un an calme et en sécurité. Et je leur disais oui vous savez moi j'ai vécu un an en parfaite harmonie, tout était calme, on vivait très normalement dans une paix relative, on avait une vie très douce, on se sentait en sécurité, on sentait pas vraiment de tension dans le pays. Bon, pour des raisons qui sont un peu compliquées aussi, le climat politique en Syrie a toujours été un petit peu anesthésié par le régime. Mais en tout cas, c'était loin, ce que j'avais connu de la Syrie était très loin de la réalité de ces derniers mois et années. Donc j'ai eu le besoin soudain de sortir ça et de le montrer. Qu'il existait une autre Syrie et ça, tu voulais le faire partager. Bien sûr. Alors, Baudouin, toi, tu t'es rendu au Liban pour l'ONU. Le Liban, qui est un peu une victime collatérale des conflits qui n'en finissent plus. Toi, tu as choisi d'aborder la situation avec un regard différent. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche? Tout d'abord, je suis allé là-bas pour l'ONU. Je suis pas du tout allé là-bas, pareil, comme photoreporter. Je devais prendre des photos, c'est plus de la communication. Je prenais de la photo des projets de l'ONU là-bas. Du coup, je travaille pour le programme Nations Unies pour le développement, du coup, c'est surtout des systèmes d'irrigation, des écoles, des cuisines communes. Et dans les photos que j'avais prises moi-même, je trouvais que premièrement, ça reflétait pas vraiment le Liban. Et la situation qu'il y a aujourd'hui, je pouvais pas partager ça et faire un article sur ce que le PNUD faisait. Mais je voulais pas non plus faire un article où je montrais encore des photos de la guerre, encore des photos de militaires qui font ci, qui font ça, des photos d'ISIS de l'État islamique qui rentrent dans le pays. Mais je voulais montrer quelque chose de différent, parce que moi, quand je regarde les articles du Liban ou du Moyen-Orient en général, déjà, c'est des pays, avant d'aller là-bas, qui me faisaient peur. Je pensais que j'allais arriver dans des pays entièrement en guerre, surtout comme je suis allé en Irak après. Et vraiment, les gens me disaient que c'était un pays, que c'était assez tranquille, surtout au Kurdistan. J'arrivais vraiment pas à y croire que les gens pouvaient continuer leur vie. Ils me disaient eux-mêmes qu'ils pensaient pas à la guerre de manière journalière. C'était de temps en temps, quand il se passait quelque chose près de chez eux ou quand ça affectait un de leurs proches, ils recommençaient à penser à ça, mais que leur vie continuait quand même. Et du coup aussi, une autre chose que j'ai souvent réentendu, c'est que les gens là-bas n'ont vraiment pas envie d'être considérés comme des victimes du conflit, mais la seule chose qu'ils demandent, c'est plutôt une compréhension de la situation de manière globale, que je pense qu'il n'y a pas du tout... il n'y a que très très peu de gens qui comprennent la situation. Et aussi une considération juste de ces gens. Donc c'est ça que j'ai eu envie de retranscrire à travers ces enfants. J'ai vraiment insisté sur le fait, pendant l'interview avec Maxime, que je voulais en aucun cas que cet article donne une mauvaise impression de la Syrie, du Liban, ou une mauvaise impression de la situation, mais plus que ça montre qu'il y a encore un peu la vie de tous les jours d'un groupe de personnes qui méritent d'être considérées. Et est-ce que vous pensez, les trois, que c'est important d'avoir justement des images de ces pays en conflit, d'avoir des images qui montrent autre chose que le conflit? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut se méfier des sujets, c'est-à-dire que souvent le sujet n'est pas le sujet. C'est-à-dire que pour parler de photographie et pas du tout de situation de guerre ni de choses comme ça, j'ai toujours été frappé par le fait que les photographies les plus anodines, sur les choses les plus volatiles, racontaient souvent plus et donnaient une image plus forte d'une ville, d'un lieu ou d'une époque que je sais pas, par exemple, je pense à un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Kertész, qui est à mon avis un des plus grands photographes de l'histoire de la photographie. Et ces photos, elles sont absolument, c'est des non-sujets, c'est-à-dire que c'est des pigeons qui s'envolent, c'est de l'eau qui
qui passe dans un caniveau, etc. Mais ces photos-là, je trouve, racontent souvent plus de l'époque et de la ville que des photos qui seraient plus, je sais pas, de photos de la Tour Eiffel ou des photos d'un événement particulier qui serait passé à cette période-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important, certes, d'avoir des images de conflits, de guerres, etc., mais il est aussi important d'avoir une image qui est peut-être pas moins la réalité de ces pays assez durs, que l'image des conflits. C'est-à-dire que l'image de la vie de tous les jours dans la rue, elle est pas moins fausse, elle n'est pas moins forte que l'image qu'il y a eu. Moi, je suis allé en Ukraine juste avant les conflits, mais bon, l'image de l'Ukraine, c'est peut-être, je sais pas, je pense à une photo que j'ai faite de 2 femmes qui s'embrassent sur la bouche à la russe. Que j'ai prise à la volée, et c'est peut-être autant ça que les images qui maintenant comment dire, recouvrent l'Ukraine des conflits qu'il y a eu sur Kretchatik, sur Maïdan, etc. Donc vraiment, je pense qu'il faut toujours se méfier des sujets et essayer de trouver toujours des biais et des détours pour les aborder. Je suis assez d'accord avec Thierry. Enfin, je suis complètement d'accord avec Thierry d'ailleurs. Mais ouais, moi je pense que c'est important dans le sens où tu te rends. Enfin, c'est important de se rendre compte, comme Thierry dit, que c'est aussi. Enfin, la vie continue là-bas dans ces pays. Et leur vie, elle n'est pas juste représentée par la guerre. Et c'est pas une situation complètement désespérée comme ce qu'on peut voir sur les infos. Enfin, du coup, je vais encore une fois reprendre l'exemple de l'Irak, d'un pays qui, pour moi, enfin, je pensais que j'allais arriver là-bas, que j'allais me retrouver vraiment dans une énorme situation de guerre. Au final, je me suis retrouvé dans une vie tous les jours qui continuait, avec des gens qui avaient besoin d'aide, pas seulement au niveau politique, mais aussi, voilà, ils avaient encore des soucis au niveau économique, ils avaient leur vie qui continuait, et vu que tout le monde ne considère que la guerre, tous ces gens qui sont pas vraiment directement dedans, sont un peu oubliés. Si on montre que des images de guerre dans un pays en situation de conflit, pour toi, Baudouin, tu aurais l'impression que ça ferait que instiller de la peur chez les gens, alors que c'est pas que cette réalité-là, en fait. Ouais, exactement. Enfin, moi, personnellement, j'ai des photos, on est allé plusieurs fois sur le front, par exemple sur le front à Mossoul, entre les Peshmerga et l'État islamique. Et c'est des photos, quand je les ai regardées, bon, à la limite, c'est des belles photos, je vais peut-être les mettre sur mon site, mais c'est des photos que j'avais pas envie de publier encore une fois et d'expliquer une situation de guerre que moi, personnellement, j'ai pas ressenti, à part sur le front, mais qui était, les Peshmerga retiennent l'État islamique ils le retiennent entre guillemets facilement. Et j'avais pas envie de partager ces photos pour faire encore un article qui va parler du fait que l'Irak est un pays qui est entièrement en guerre. Et quand tu regardes mes photos, oui, tu vas te dire, ouais, c'est une situation terrible dans le pays entier. Mais je trouve qu'on voit beaucoup trop de ça par rapport à ces pays. Et justement, j'aime bien voir des articles comme celui que Victor a fait où il parle de la Syrie avant. Parce que, par exemple, moi, quelque chose qui m'a personnellement choqué et je trouve ça terrible que ça m'ait choqué moi, quand j'étais dans des camps en Irak et que j'ai rencontré des Syriens, la plupart des gens que je rencontrais avaient une éducation très élevée. J'ai rencontré un ingénieur en aéronautique qui fabriquait des pièces pour Airbus. Avant d'avoir dû quitter la Syrie, il a dû tout quitter. Et il a essayé de passer 2 fois illégalement en Europe. Mais les 2 fois, son bateau a dû faire la route de retour parce qu'ils se sont fait arrêter. Et vraiment, même pour moi, en tant que photojournaliste, ma vision de l'Irak avant, c'était un pays en guerre avec des Syriens super pauvres qui venaient parce qu'ils avaient vraiment... c'était leur dernier recours. C'est vrai que c'est leur dernier recours. Mais voilà, c'est juste qu'on se rend vraiment pas compte de ce que c'est. Tout le monde est un peu à la recherche d'une certaine excitation en lisant des articles par rapport à la Syrie, par rapport à quoi que ce soit.
Du coup, je pense que c'est important aussi de voir cette autre facette. Vous pensez que les médias ont tort de montrer trop d'images de ces pays en guerre, de la guerre, et pas d'autre chose, justement? Non, ils ont pas tort dans le sens où c'est leur métier. C'est-à-dire c'est le métier des organes de médias, de presse et dans le monde entier. Et c'est ce qu'on attend d'eux aussi dans le même temps. Donc on attend. Il y a cette partie qu'on attend d'eux, ce devoir qu'on attend d'eux de nous informer au mieux, de nous montrer au mieux ce qui se passe avec de l'analyse, avec de la précision, avec de la rigueur. Donc, c'est des choses, c'est des attentes qu'on a envers eux. Donc c'est normal finalement, je pense que les médias nous donnent ces images-là. C'est finalement le drame qui se joue, l'action qui se joue dans ces pays, malheureusement, fatalement, c'est le conflit, c'est le drame. C'est vrai. Ça n'exclut pas, en effet, pour donner de la teneur et du contexte à l'information et à l'actualité, à l'information, de revenir vers d'autres champs d'action tels que sont le quotidien et de pouvoir aussi le montrer et l'expliquer. Que ce soit avant, comme on l'a tous un petit peu fait en montrant des images d'avant, que ce soit pendant, et qui est aussi de la prospective. Dire, voilà, une autre voie est possible, voilà ce qui vivra après le conflit donné. Oui, le quotidien et la banalité font partie de la vie. Sont des choses importantes à montrer. Quand on est dans une rue, dans une ville donnée, dans une des villes qu'on a chacun connues, finalement, les vrais signaux de vie, les vraies informations de vie, c'est en effet de l'eau qui coule dans un caniveau, c'est un boulanger en train de faire du pain à travers la vitre en écoutant la radio, c'est un marchand ambulant qui fait cela, c'est des gens qui vont à la mosquée, c'est ce genre de choses-là. C'est en tout cas ce que j'ai senti de plus naturel, sans vouloir faire de reportage, de journalisme sur un lieu. C'est la meilleure manière de montrer comment est ce lieu et comment vit ce lieu, c'est de montrer les choses les plus banales de la vie des fois. Les choses qui paraissent insignifiantes, mais qui pourtant sont les signaux les plus élémentaires de la vie et de la résistance et de la subsistance et oui, de la résistance. La vie en forme de résistance. La vie qui coule, qui continue chaque jour. Ouais, un juste équilibre, en fait, être capable de montrer les deux facettes. Voilà, c'est ça. Quand les conflits vont descendre en Ukraine, en Irak, peu importe, ou dans les zones chaudes actuelles, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les gestes du quotidien. Qu'est-ce qui va subsister? Qu'est-ce qui va transformer le pays? C'est ces gestes-là, les petites choses de la vie qui font que le peuple va redémarrer avec son énergie d'avant, plus forte, parce qu'ils ont été invincibles. C'est ça le futur de ces pays. Thierry, c'est aussi ton avis? Oui, moi je pense que ce qui manque au fond, c'est du temps et puis un regard un peu singulier, qui est connu au fond dans le milieu journalistique, où on dit on va couvrir tel événement. Et c'est vrai que couvrir, au fond, c'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est aussi recouvrir, c'est-à-dire que finalement on voit plus rien. Et il y a ce côté, on arrive, on couvre, et donc on recouvre, et puis on s'en va, et puis l'image qui reste du pays, c'est celle-là, mais pas une autre. Encore une fois, cette image-là n'est pas forcément l'image la plus juste qui soit qu'on puisse donner du pays. Je suis pas retourné en Ukraine depuis, mais comme spectateur, au fond, je manque, moi, d'images de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui. Ne reste que les images des pneus qui brûlaient sur Maïdan, sur Kretchatik, et depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Donc je trouve ça un peu embêtant qu'on se limite toujours à ces images qui sont les images effectivement les plus spectaculaires, mais la force des images, elle n'est pas forcément dans cet aspect-là des choses et dans cette partie-là des choses. Des images a priori plus faibles sont en réalité peut-être plus fortes. Sauf que ces images-là, on fait l'impasse dessus. Toi, du coup, à ce niveau-là, finalement, quelque part, tu es content aussi d'avoir des photos qui datent d'avant, mais qui peut-être peuvent aussi quand même se retrouver aujourd'hui dans le quotidien, malgré le conflit. Bien sûr, oui, la preuve, là on a cette conversation-là aujourd'hui, mais c'est vrai que moi je serais de toute façon pas allé faire des photographies au moment où il y a eu au point d'acmé du conflit en Ukraine, parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon champ. C'est pas mon champ photographique, donc voilà. Ok. Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense aussi que juste le fait de combiner ces photos
la situation en guerre à des photos comme celles qu'ont pris Victor ou Thierry. Enfin, renforce vraiment la situation parce que du coup, au lieu de juste procurer aux spectateurs, enfin, à tous les gens qui vont voir les médias, une excitation, ça leur permet aussi un peu de s'assimiler plus à la situation, de se rendre compte que c'est des gens qui ont aussi une vie comme nous, une vie de tous les jours, mais qui du coup font face à ces horreurs que tu peux voir que l'État islamique va faire, ou par rapport à la situation en Ukraine, par rapport à la situation en Syrie. Enfin, je pense que c'est important. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez de ce côté plus de la vie de tous les jours. Bon, donc à vous entendre tous les trois, effectivement, ce qu'il faudrait, ce serait vraiment trouver cet équilibre entre le conflit, mais aussi le quotidien des habitants et qui tourne pas forcément autour de ce conflit non plus, quoi. Oui, et puis ce qui manque, moi je pense, c'est aussi des regards très singuliers de photographes ou de journalistes. Je suis pas très porté là-dessus, mais il y a un photographe de guerre que je trouve un des plus grands, qui s'appelle Don McCullin, et c'est vrai que ces photos, c'est des photos de guerre, mais en même temps, ce sont des photos toujours très intimes. Il y a une espèce de mélancolie personnelle qui traîne dans ces images. Et de fait, je trouve qu'elles restent plus fortement dans les esprits que des images peut-être encore une fois plus spectaculaires, plus proches des conflits éventuellement, mais qui voilà, sont un peu anonymes. Donc je pense qu'il est important de retrouver des regards singuliers qui, je trouve, manquent un peu aujourd'hui dans la façon dont fonctionnent les médias. C'est vrai je pense on manque dans ce genre d'imagerie, on manque comme tu dis Thierry, de regard singulier et assumé avec une position artistique, comme si on pouvait pas faire du photojournalisme ou alors au moins du photoreportage en situation de conflit ou tendu ou de tension sociale ou peu importe quelle tension, comme si on pouvait pas faire ce genre de photos avec un regard très artistique et très subjectif et très pointu. Alors qu'en fait, oui, on a besoin les photographes sont des gens qui sont des artistes qui ont des choses à montrer selon un angle original, qui est créatif, qu'ils estiment comme un angle intéressant parce que différent, parce que capable de montrer des choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, qu'on ne voit pas sur des photos de photojournalistes qui partent dans la hâte de Paris, on les envoie dans un avion, on leur dit il faut faire telles images parce qu'on a besoin de montrer la place Maïdan, on a besoin de montrer Mossoul sous tel angle, etc. Je ne suis pas en train de dire que le photojournaliste doit impérativement avoir la même démarche qu'un photographe auteur, artiste, appelons-le comme on veut l'un ou l'autre. Je dis simplement que à mon avis, ce sont juste des démarches complémentaires. On a en effet besoin d'images de journalisme, d'images d'actualité instantanée, parce qu'elles nous disent certaines choses. C'est une temporalité donnée, c'est une temporalité très instantanée, très fixe. On a aussi besoin à côté d'images d'autres temporalités. Je pense que c'est pas vraiment le même métier ou la même démarche, d'images qui sont faites sur la durée, d'images qui sont faites avec beaucoup d'imprévus, avec une pratique plus libre, pas forcément codée selon ce qu'attend un média. Une image. Voilà, c'est peut-être ça le problème en fait, c'est que le photojournaliste finalement répond à une commande plus. Oui, même si elle est implicite des fois. Même si elle est implicite, elle répond toujours d'une sorte de commande. C'est pour ça que je comprends quand Thierry dit qu'il ne fonctionne pas par commande, parce qu'il est plus libre et on se sent plus libre d'aller à la fibre du regard de notre propre regard, d'être affranchi de standards ou de codes qui sont liés à de la publication, à de l'efficacité en termes de médias. Non, en image, il n'y a pas que l'image purement journalistique qui montre une réalité donnée telle qu'on l'attend un petit peu, parce qu'on attend aussi du spectaculaire. Des fois, il y a des choses beaucoup moins évidentes en imagerie, mais qui disent aussi beaucoup de choses. Je pense que c'est deux démarches très différentes. Je ne sais pas si l'un et l'autre doivent forcément converger vers la même pratique. Ça va dépendre comment le photojournaliste va aborder le sujet, s'il l'aborde avec une rédaction derrière qui lui donne des directives, ou s'il l'aborde de lui-même et qui voit ensuite quoi en faire en fait. Oui, bien sûr. Je pense que ce sont deux choses là. Visiblement, Baudouin a dû jouer aussi sur deux terrains, enfin pas du journalisme, mais pour l'ONU, tu avais une commande, une mission donnée de documenter une action, mais de l'autre, tu as ressenti le besoin d'aller voir comment c'était hors de cette commande-là, de dire ouais, je vais aller voir comme ça me paraît être en vérité,
avec beaucoup plus de quotidien, aller voir des gamins dans des écoles vides, juste voir ce qui se passe, comment ça vit, sans vraie attente particulière. Je me baladais dans Tripoli et j'avais envie juste de découvrir un peu le pays. Je prenais un peu des photos de la vie de tous les jours, comme vous deux faites. Et je suis tombé sur ces gamins dans cette école. Et du coup, à partir de cette série de photos, j'ai réussi à faire quelque chose où je pouvais représenter ma vision du Liban à travers des photos, comme vous dites, plus d'un point de vue artistique, parce qu'elles reflètent pas, c'est pas non plus le reflet exact de la situation entière, mais moi, ça permet de s'y intéresser. Ouais, donc finalement, pour conclure un peu, tout repose sur le choix de comment aborder son sujet et quelle démarche adopter en fait. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'images, il y a de plus en plus de médias, et au fond, ils produisent à peu près tous la même chose. Donc, on pourrait peut-être essayer de faire un tout petit pas de côté et puis de se dire, ne faisons pas comme les autres. Enfin, c'est peut-être ce que vous essayez de faire sur votre site, mais voilà, il y a quelque chose d'assez moutonnier au fond dans la façon dont on relate ce qu'on appelle l'actualité, qui est d'ailleurs quelque chose de très subjectif, parce que qui dit que telle chose est une actualité et telle autre n'en est pas une, ça je ne sais pas. Donc c'est, je pense, sur ces deux leviers-là qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer un peu les choses, parce que je pense qu'il y a une sorte de lassitude quand même face à ce bombardement d'images, et encore une fois, qui sont toutes les mêmes. Bon bah voilà, Thierry, je pense que tu nous as donné le mot de la fin, c'est qu'il faut différencier l'information de l'autre. Et bon bah nous effectivement c'est ce qu'on essaie de faire avec 8e étage. Et bien en tout cas je vous remercie à tous les trois de votre participation. Et puis quant à nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.